Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier intitulé Jeux immersifs, nouvelle valorisation pour les institutions culturelles. Je suis Marie-Hélène Avril, je suis directrice marketing et communication chez Cultival, qui est un opérateur culturel, créateur d'expériences pour valoriser le patrimoine et développer les publics des sites culturels depuis 25 ans. Donc j'aurai le plaisir de modérer cet atelier aujourd'hui. Alors pourquoi un atelier sur la médiation ludique avec BNF Partenariat ? Aujourd'hui, je pense que vous l'avez constaté, évidemment, on a vraiment une évolution des types de médiation pour toucher des publics différents, en tout cas différemment d'auparavant. Et c'est vrai que les chasses au trésor, les jeux de piste ou les escape games ont la part belle. En tout cas, on a constaté un très fort développement de ces formes de médiation. Aujourd'hui, la BNF souhaite faire connaître ses collections et ses espaces qui ont été rénovés après une fermeture de 8 années. Et du coup, BNF Partenariat a choisi d'échanger avec Cultival pour imaginer une expérience culturelle, donc un jeu immersif en l'occurrence, sur mesure, clé en main, pour faire connaître ces espaces et faire venir les publics dans ceux-ci. Notamment donc le site Richelieu et plus particulièrement le musée de la BNF. Pour en échanger, donc j'ai le plaisir de vous présenter Rohi Amit, qui est directeur délégué au sein de la BNF Partenariat. Bonjour Rohi. Bonjour. Et Charlotte Benoît, qui est directrice des partenariats et des nouveaux projets chez Cultival. Rebonjour Charlotte. Pour commencer notre échange, il nous semblait évidemment important de poser le décor. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici Cultival ou si tout le monde connaît la BNF Partenariat. Donc tout simplement, avant de parler de jeux immersifs, il nous semblait important de nous présenter tout simplement chacun à l'autre. Donc Charlotte, tu vas ouvrir le bal. Oui, c'est Rohi qui avait le micro, mais Charlotte, écoute, les femmes d'abord, en l'occurrence. Peux-tu nous en dire plus en fait sur Cultival, ses missions et pourquoi nous choisissons aujourd'hui de travailler en partenariat avec des sites culturels ? Bonjour à tous. Comme je n'avais pas le micro, je refais le bonjour. Donc Cultival est un opérateur culturel. On fête notre 25e année d'ici quelques semaines. Nous sommes en fait spécialisés dans le développement de parcours, historiquement plutôt des parcours de visite guidée, des parcours de médiation classique dans des espaces qui normalement n'avaient pas vocation à être ouverts au grand public. Je prends toujours l'exemple historique au sein de Cultival, c'est la Tour Eiffel de Paris, il y a maintenant plusieurs années de ça, qui nous avait contactés en nous disant voilà, on a un site. Nous avons des espaces qui normalement ne sont pas ouverts au public. On a cette envie de donner à voir voilà, la culture et certains espaces autrement. Pouvez-vous nous accompagner ? Donc on a démarré en fait cette aventure et donc notre fondateur est toujours aux commandes, Thibaut Manchon, avec des sites effectivement emblématiques comme la Tour Eiffel et progressivement on a ouvert les coulisses des théâtres parisiens et puis des sites où aujourd'hui nous avons par exemple des manufactures nationales. Je vais prendre l'exemple du mobilier national où évidemment il y a la volonté de création. Nous avons des artisans d'art qui œuvrent quotidiennement. Donc voilà, il y avait cette idée de s'ouvrir avec la complexité d'un site qui n'est pas là dans sa vocation première de montrer des collections et d'accueillir un visitorat en nombre. Progressivement, au fil de nos rencontres et au travers d'un lien de confiance avec nos partenaires et les institutionnels que nous avons pu rencontrer, le développement des publics a soulevé en fait de manière partagée voilà, plusieurs interrogations sur qui sont nos publics, comment capter de nouveaux publics, notamment le jeune public, les jeunes adultes, et sont arrivées des discussions autour de la médiation ludique. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de nos partenaires qui avaient déjà expérimenté des formes de médiation ludique. Nous avons souhaité développer de nouveaux
projet. C'est ce que nous avons initié il y a maintenant 2 ans et demi avec l'Opéra national de Paris et le jeu Arsène Lupin. En complément de cette activité, qui est notre activité historique, nous sommes producteurs d'expériences immersives. Certains d'entre vous pourront peut-être le découvrir dans le cadre de la Paris Museum Week, avec Aura Invalide, où nous avons été producteurs d'une expérience au sein d'un monument historique qui est le Dôme, et où nous sommes exploitants. Pour résumer rapidement, nous intervenons en co-conception avec nos partenaires, donc partenaires institutionnels et plus largement des sites qui ont aujourd'hui un patrimoine riche et qui souhaitent ouvrir au public. Je prends un exemple qui va un petit peu à l'opposé des sites comme la BNF ou comme l'Opéra national de Paris, le Stade de France, le Stade Roland-Garros ont aussi cette vocation de s'ouvrir au grand public. Et l'objectif chez nous, ça va vraiment être d'accompagner nos partenaires de bout en bout. Donc, co-conception des dispositifs, accompagnement dans l'enjeu de développement des publics, avec évidemment les enjeux de référencement, de positionnement tarifaire, la force de développement, qu'elle soit commerciale et aussi marketing, et puis le suivi de projet en proximité avec nos partenaires. Ça veut dire vous livrer des suivis dans lesquels vous avez un observatoire des publics. Voilà qui est Cultival. Merci Charlotte. Et toi, de ton côté, Rohi, peux-tu nous en dire plus au sujet de la BNF Partenariat? Parce que je pense qu'on connaît tous bien la BNF, mais la BNF Partenariat est parfois méconnue. Donc, quel est son rôle et le tien dans tout cela? Alors, bonjour, merci. BNF, Bibliothèque nationale de France, qui a plusieurs sites et missions que vous les connaissez. BNF Partenariat, on est la filiale droit privé de la BNF, en charge de valoriser les différents types de collections et actifs de la BNF de manière générale. Toujours en partenariat, d'où le nom d'ailleurs, et dans les secteurs d'innovation. On a différents types de projets dans la numérisation et la diffusion, que ce soit donc les imprimés, les livres, de la musique que vous pouvez trouver sur les différents réseaux de streaming, un gros projet de livres de print on demand avec Hachette, donc des projets de ces natures. On a des gros projets autour de la presse à la fois patrimoniale mais aussi de la presse contemporaine. Et tout récemment, on a lancé donc de nouveaux types donc, de projets pour encore valoriser de manière, je dirais, différente et encore plus importante les actifs de la BNF, notamment les lieux et les collections, comme tu l'as mentionné, celle du site Richelieu. Merci. Et du coup, justement, peux-tu nous donner le contexte dans lequel la BNF se situe aujourd'hui pour le site Richelieu et peut-être aussi déjà nous parler des publics, les publics qui viennent aujourd'hui à la BNF sur le site Richelieu. Qui sont-ils et dans quelle perspective se situent-ils? Oui, alors donc la Bibliothèque nationale de France a plusieurs lieux, hein, enfin, peut-être les plus connus, l'emblématique qui est le site François Mitterrand, qui est d'ailleurs ce week-end, lundi, va célébrer les 30 ans de 30 ans d'anniversaire, c'est son inauguration, ça fait 30 ans. Et ce site-là, en fait, c'est l'héritier du site historique de la BNF qui était à Richelieu. Donc, ce site-là, Richelieu, qui est un très très longue histoire qui commence en fait dans le XVIIe siècle avec les cardinals Mazarin. Ça devient une bibliothèque royale en 1721. Puis après, au fil des années et de l'histoire, ça grandit, change ses vocations, ça, toujours au cœur de Paris. Et ce site-là ferme ses portes pour des rénovations complètes dans les années 2000 et en fait reste fermé presque 12 ans. Hein. Ouais. Pardon, hein, j'ai dit 8 ans, donc on parle de 12 ans. Non, mais en fait c'était par morceaux. Non, donc, et c'est réouvert donc, à la fin de 2022. Hein.
Et pour le rénover, magnifique. Hein, donc ceux qui ne sont pas encore allés découvrir ce monument, ça vaut le coup. Hein. Au-delà de jeux, d'autres types de médiation dont on va parler, simplement, ça vaut le coup. Et ce qui était important à mentionner, à dire, et ça aussi dans les contextes dont on se trouve aujourd'hui, c'est que la BNF a différents types pas simplement des publics. Hein, j'imagine que beaucoup d'entre vous qui sont des établissements qui reçoivent des publics, hein, on a des missions, on a des actions, on reçoit des publics pour je dirais, des raisons culturelles au sens large. La particularité de la BNF, qui est pas simplement qu'elle a différents types de publics, elle a vraiment différents types d'usages. Hein. Et une fois on a des différents types d'usages, donc on a vraiment différents types d'usageurs qui ont un rapport parfois complètement différent au lieu qu'ils fréquentent. Et pour énumérer quelques-uns par rapport notamment à ces sites Richelieu, on a, je sais pas, commençons par les plus érudites, ce sont les chercheurs. Donc c'est vraiment un public donc, des chercheurs, que ça c'est leur métier, de chercher dans différents domaines de l'histoire et des sociétés, et qui fréquentent ces lieux comme lieu de travail. Enfin, c'est le lieu de recherche. Et donc je profite de dire que à la BNF, il y a plus de 50 millions donc, de documents préservés. Donc, c'est une des plus grandes collections. On ne dit pas plus grande au monde parce que c'est après, mais en tout cas, en Europe, c'est ça. Et donc, du coup, il y a vraiment des gens qui viennent travailler. Hein, donc, c'est une première typologie des usagers. Il y a des lecteurs donc, qui sont donc, de différentes natures. Enfin, donc, des lecteurs qui viennent pour lire. Il y a une bibliothèque des lectures. Donc, il y a une bibliothèque des recherches. Il y a une bibliothèque des lectures. Il y a simplement les gens qui viennent travailler, hein, donc trouver des espaces aujourd'hui au cœur de la ville qui permettent de travailler dans de bonnes conditions. Hein. Et il y a des visiteurs plus type culturels, hein, qui viennent découvrir à la fois patrimoine, musée, exposition. Pour ne pas mentionner pour le site Richelieu, les jardins, qui est aussi rénové et qui est magnifique au cœur de Paris. Donc il y a vraiment différents types donc, des publics qui sont appliqués à différents types d'usages. Ça, c'est très important à comprendre parce que quand on parle donc de développement des publics ou développement d'usage, il faut partir de l'existante. Ça va vous donner un chiffre. Dans la BNF en général, on a plus de 1,7 million de visiteurs l'année dernière, dont autour de 700 000 visiteurs sur le site Richelieu. Une des attractions importantes du site en mois de Souvenir, c'était la salle ovale. Je pense que ça vous dit quelque chose, surtout si vous avez vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y avait donc les moments salle ovale dans oui, ça a été très médiatisé, effectivement. Mais ça fait partie donc des destinations qui sont aujourd'hui inscrites sur le... Merci. Et du coup, alors par rapport à ce contexte, aujourd'hui, quels sont les objectifs de la BNF ? Alors, tant en termes finalement de développement des publics que peut-être de développement des usages, tu vas nous dire. Là, c'est pour ça que je pense qu'on se trouve aujourd'hui ici, c'est qu'on a vraiment des objectifs de faire connaître et de faire venir des publics à ces lieux de patrimoine. Après 12 ans de fermeture, et même si on est passé aux séquences d'ouverture des Jeux Olympiques, pour développer un public, de les faire venir, il faudra faire des offres qui puissent rencontrer donc, des publics. Et dans nos réflexions, une des axes a été de réfléchir à des offres plus ludiques, hein, plus participatifs. Hein. On connaît donc les usages, comme je disais, plus érudites. Hein. Donc ce sont les plus érudites, c'est les chercheurs, mais encore celles de visite des musées, des visites d'expositions. On a voulu, et on veut toujours, élargir ce type donc, des usages, et avec ça, les différents publics qui viennent avec. Merci. Et du coup, alors pourquoi avoir décidé de travailler avec Cultival ? C'était quoi vos critères pour choisir votre partenaire et quels sont finalement les points qui vous ont convaincu pour choisir Cultival aujourd'hui ?
Oui, je pense que dans le contexte, il n'y a pas beaucoup. Enfin, c'est une proposition assez unique qu'il y a à Cultival, qu'on ne l'a pas trouvée ailleurs, avec cette à la fois manière de penser, de concevoir une proposition, enfin des propositions qui soient à la fois pertinentes et de qualité, ce qui est bien évidemment en tant que filiale d'institutions publiques telles que la BNF, c'est un des premiers critères qu'on cherche. Donc c'est la qualité de ce qu'on va partager avec le public, mais aussi en termes de réponse à cette notion-là de ludifier, si j'ose dire, la rencontre. Et on a trouvé que cette proposition, donc on a fait plusieurs propositions. On a amené, bien évidemment, le président de la BNF et tout ses directeurs pour tester qu'est-ce que ça donne ailleurs. Et on a pu être convaincus que c'est très intéressant. Et du coup, Charlotte, toi, de ton côté, si tu veux rajouter un mot, quelles sont pour toi les spécificités de Cultival dans ce type de collaboration? Qu'est-ce qu'on apporte en fait à la BNF? Peut-être pour reprendre ce que dit Roy, ce qui est important pour nous dans le cadre de développement de ce type de projet, c'est avant tout, parce qu'on peut expliquer évidemment notre méthodologie de travail, on présente notre équipe, donc la direction des projets et des partenariats au sein de Cultival, c'est une petite équipe, c'est une équipe pluridisciplinaire où on a des profils qui vont être complémentaires avec de l'ingénierie culturelle qui va permettre aussi la gestion de projet dans la conception et évidemment dans la phase de production, des profils formés en médiation culturelle et avec une maîtrise des arts plastiques notamment, ce qui va nous permettre en fait ensuite d'étoffer notre équipe avec des experts, notamment donc des experts qui se veulent pérennes, on y reviendra ensuite, notamment en game design et en gameplay, puisque c'est ce qui va permettre à nos expériences de s'inscrire durablement dans l'institution et auprès des publics et finalement s'adresser au-delà d'avoir une volonté de toucher le jeune public et les jeunes adultes. Il y a aussi l'idée de pouvoir s'adresser à un visitorat ou à des joueurs qui sont néophytes ou experts, ce qui peut parfois être assez complexe. Le point important, donc, on a effectivement ce référent en game design et en gameplay. On va avoir évidemment une graphiste qui va nous accompagner sur la conception des supports de jeu. Là encore, on aura l'occasion d'y revenir. Et une équipe qui est très importante pour nous d'imprimeurs. Donc on a une équipe locale. En tous les cas, les ressources qui vont intervenir sur nos projets sont mobilisées de façon locale sur le territoire et avec un enjeu d'avoir une équipe qui soit pérenne. Donc bien sûr, on a besoin d'experts complémentaires à nos savoirs pour amener une proposition sur mesure à nos partenaires. Et pour reprendre ce que disait Roy, en fait, avec l'accord des institutions avec lesquelles on collabore, et ça nous semble être aussi un point de signature qui est essentiel chez nous, en tous les cas, la direction des partenariats, c'est la notion de confiance. Donc, quoi de mieux que d'aller tester les dispositifs in situ, de voir comment on a travaillé, comment on a développer nos propositions pour se rendre compte de notre signature, de la manière dont on va travailler et surtout ça pose un petit peu le décor des prérequis, c'est-à-dire cette notion de co-construire, co-penser les dispositifs et vraiment d'être dans une approche partenariale et non pas d'externalisation avec cette notion de prestataire qui pose tout de suite les choses de manière assez différente. Merci. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme jeu? Alors le jeu n'a pas encore débuté, on en est encore à des étapes préliminaires de travail, mais quelles sont ces modalités? Comment vous l'imaginez aujourd'hui? Qui est-ce que vous ciblez? Quelle est sa durée? Quel va être son prix? On veut tout savoir. Je veux dire quelques mots parce qu'en effet, comme tu dis, c'est vraiment
en cours des conceptions. Donc et donc on a saisi en fait l'occasion de parler ici, même si c'est un peu en amont. Tout à fait. C'est un petit peu tôt encore. C'est un peu tôt, et puis on va pas tout révéler non plus. Hein. Non. Donc l'idée, mais je laisse bien évidemment Charles après répondre, mais ce qui pour nous est très important, que ce soit basé vraiment sur des collections, des connaissances et des valeurs réelles de l'institution, et en termes donc des méthodes, surtout par rapport à une institution aussi avec une profondeur et une taille aussi importante, ça implique pas mal des travails préliminaires en termes donc simplement d'apprendre, de comprendre le lieu, son histoire, les collections, pour à partir de ça, hein, tirer les fils, l'histoire, l'anecdote qui feront rêver. Bon, là, je vois que tu as mis ça on peut dire, parce qu'il y a le cœur de Voltaire là qui est juste au-dessous de ces statues. C'est son vrai cœur, hein, qui est là, hein, qui d'ailleurs est. Donc le cœur même, il n'est pas visible, mais il est là dans le socle. Et ça pourrait, hein, je ne dis pas que ça va l'être, mais ça pourrait faire partie à un moment donné d'un parcours qui révèle un peu l'histoire et l'anecdote autour de ces lieux. Donc on sait qui nous concerne. Enfin, nous, on fait vraiment l'interface entre l'institution, ses collections, son histoire, ses valeurs, et l'expertise, je dirais, game design public qui amène Cultival. Donc peut-être ce qu'on peut déjà vous dire, effectivement, Roy l'a très bien exprimé, nous entrons dans un site dans lequel se trouvent des espaces de recherche, donc qui invitent au calme, à la réflexion, dans lequel se trouvent des lecteurs. Donc il y avait un enjeu très fort, et évidemment dans lequel il y a un musée où les équipes de la direction des publics et de la médiation ont d'ores et déjà déployé des propositions qui sont assez riches. Donc l'objectif, c'était de pouvoir s'inscrire, encore une fois, durablement, avec une proposition qui, évidemment, ne sera pas de l'ordre de l'escape game, pour maintenir un environnement qui soit assez agréable. Donc on part sur une forme de quête. Nous avons la chance de pouvoir aujourd'hui entendre en fait les différentes directions de la BNF qui sont partie prenante du projet avec la BNF Partenariat, qui nous racontent, qui nous content en fait toutes les anecdotes et tout ce qu'est la BNF sur le site de Richelieu. Donc on prend tous ces éléments-là, on se dit que de fait on sera davantage dans une forme d'infiltration, puisque l'idée c'est d'avoir en moyenne donc des sessions avec 40 joueurs par départ, ce qui représente des mini-groupes, des sous-groupes de 6 joueurs. Au-delà, ça devient complexe. Charge à nous, encore une fois, de développer les supports pour qu'au sein d'une équipe, il n'y ait pas un leader qui s'accapare l'intégralité des éléments de jeu et que les autres, finalement, suivent un petit peu cette quête avec une forme de désintérêt. Donc, on réfléchit aujourd'hui à la forme du kit de jeu. Néanmoins, on a conscience que c'est une infiltration, que les joueurs vont devoir évoluer, non pas uniquement dans la salle ovale, qui est une salle de lecture, non pas uniquement dans le musée, mais aussi dans le jardin. Donc, c'est vraiment s'emparer de tous les espaces, de pouvoir les découvrir, de créer une proximité. Et l'intérêt de la forme de ce jeu, c'est de capter un jeune public et de jeunes adultes. Si on doit donner un chiffre pour suivre les quelques éléments là qui étaient donnés par Roy, sur un projet à l'Opéra Garnier où nous avons offert cette expérience immersive, nous sommes à 35% de jeunes de moins de 26 ans. Sur ces 35%, nous avons une forte part de primo-visiteurs. Donc, c'est réussir dans un site où l'architecture est
extrêmement riche, où l'histoire déjà du bâtiment est extrêmement riche, où les collections sont multiples, réussir à tracer une quête qui ait du sens. C'est là où le narrative design et le gameplay vont avoir une importance. C'est pour ça qu'on ne va pas de toute façon vous spoiler, parce qu'on est encore en train de travailler pour qu'il y ait vraiment une fluidité. Mais voilà, l'objectif, ça va être de parcourir ces différents espaces, de s'en emparer et quelque part de créer un lien de proximité pour inviter à revenir au sein du musée. On s'adresse à un public intergénérationnel. En règle générale, sur des projets de cet ordre, quand on veut s'adresser à des néophytes ou des experts, ça implique qu'on démarre à partir de 10 ans avec la présence d'adultes et notre dispositif n'intègre pas, on parle d'immersif, mais la particularité c'est que dans ce type de projet, l'immersif pour nous est extrêmement clair, il n'implique pas de technologie. L'immersif passe par l'humain. Nous avons la chance depuis 2 ans et demi d'avoir des comédiens qui travaillent à nos côtés. On a une équipe qui est pérenne et qui nous accompagne et c'est pour nous, l'immersion va passer aussi par l'implication des comédiens qui se trouveront in situ. Voilà. Et pour compléter, j'ai une question directement en lien avec cette question-là. Est-ce que vous imaginez ce jeu comme un one-shot ou est-ce que vous êtes plutôt sur le plus long terme ? Donc là encore, nous n'avons pas enfin en tous les cas dans notre métier, nous ne sommes pas spécialistes de l'événementiel. Notre enjeu, c'est, pour reprendre ce que disait aussi Roy, c'est de participer au développement des publics qui est déjà actif avec une offre pluridisciplinaire qui est très riche au niveau de la BNF. Donc on vient finalement en complémentarité s'ouvrir à de nouveaux publics. L'objectif pour nous, c'est de construire ensemble un projet qui soit pérenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des projets, l'immersion va entraîner des interactions humaines, que nous pouvons penser les dispositifs. Nous avons des phases de test qui sont essentielles et incontournables, on y reviendra. Mais il est évident que le projet évoluera. Pour qu'un projet évolue, pour qu'on embarque toutes les directions, on a besoin de ce temps pour aussi s'installer, prendre nos marques, faire connaître le projet, participer au rayonnement en fait du site de la BNF Richelieu. Et pour mener à bien en fait cet enjeu de partenariat, il est évident qu'on a besoin que ça s'inscrive au long cours. Et c'est en tout cas pour nous quelque chose une volonté au même titre que le partenariat institutionnel et pérenne. C'est la même chose avec les experts qu'on va mobiliser sur le projet, et notamment les comédiens. Donc voilà, l'événementiel n'est pas notre savoir-faire. Et du coup, on en a déjà un peu parlé, mais comment se sont passées ces premières étapes ? Est-ce qu'il y a des éléments que vous vouliez compléter par rapport à ce que vous aviez déjà évoqué sur la façon de collaborer ou... Ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement, il y a une phase qui est très importante pour nous, et je pense qu'on a échangé au départ avec Roy sur ce point, qui est une phase qui peut parfois paraître un peu chronophage, mais qui est essentielle, c'est de rencontrer toutes les équipes qui participent au projet de développement des publics au sein de la BNF Richelieu. Donc c'est la direction des publics, la direction des collections, un conseiller scientifique. Voilà, donc on a la chance avec la BNF Partenariat de pouvoir rencontrer toutes ces équipes et de comprendre les attentes, les freins, les contraintes, pour tenter de développer un projet qui soit, je dirais, au plus près des ambitions. Et puis, voilà. Oui, et qui soit vraiment s'inscrivent sur mesure par rapport au lieu et missions. Je compléterai, Dédie, simplement, nous, de notre point de vue, avec ce type de jeu,
on crée ensemble un actif. Donc c'est une nouvelle proposition, hein, et cet actif-là, on a tout un intérêt de le faire développer, fructifier les temps qu'il est faut. Hein. Donc, comme dit Charlotte, on ne s'inscrit pas dans un événement, mais plutôt comme vraiment une offre qui devrait s'inscrire sur la durée. Peut-être, je rajoute juste un élément qui me semble important, puisque en fait, quand on parle développement, on parle de façon très concrète fréquentation. S'inscrire au long cours permet quoi ? Ça permet de respecter nos engagements à l'égard de l'institution et de toutes les directions impliquées. Je m'explique. Quand on a un projet que l'on va dérouler progressivement sur 5 ans, l'enjeu de fréquentation, il est lissé. Ça permet de dire aux équipes, on va démarrer avec un défi qui est raisonnable, qui est lié aux contraintes actuelles du site, et on va voir ensemble ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Progressivement, on va lever en fait des freins, que ce soit des freins opérationnels, techniques, d'a priori, qui peuvent être tout à fait justifiés. Et c'est ce qui va nous permettre de porter des ambitions communes plus importantes. Donc on a une évolution de la fréquentation, en tous les cas, qui nous semble, nous, assez réaliste pour que ça s'inscrive de manière assez fluide, à la fois auprès des équipes et puis auprès des publics qui ont leurs habitudes au sein d'une institution. Et donc on ne peut pas, ce qui peut parfois en événementiel être le cas, on a un enjeu quand même d'équilibre, et donc on peut avoir une forte charge à un instant en termes de public qui n'est pas toujours évidente. Voilà, c'était simplement ce que je voulais rajouter. Et alors, en complément de là, toutes ces informations que vous nous avez données sur ce projet, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très contraint d'un point de vue budgétaire ou financier au niveau culturel. Qu'en est-il du financement ? Quel est le modèle économique que vous avez développé sur le long terme ? Est-ce que vous pouvez nous dire combien coûte à peu près un jeu de ce type ? En tout cas, de notre côté, c'est vraiment un projet donc, de partenariat sur lequel on partage l'investissement, on partage les risques, si on le dit ça comme ça, et que derrière, bien évidemment, comme je disais, la mission de BNF Partenariat, c'est de créer des valeurs. Et donc, c'est derrière que ces projets soient, bien évidemment, couvrir ses coûts, mais qui dégagent aussi de la marge pour l'institution. Peut-être pour ajouter sur la partie cultivale, donc ce qui va être important lorsqu'on va échanger avec nos partenaires, et là en l'occurrence avec l'équipe de ROI, ça va être d'être très concret et très réaliste dans le modèle que l'on va présenter. J'en parlais au préalable, mais quand on va parler de fréquentation, donc on va se dire voilà, une première année d'exploitation avec 20 000 visiteurs, c'est une bonne première année. L'implication, c'est de penser un dispositif dans son ensemble. Alors, quand on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, il y a une prise de risque. C'est ce qui fait, je pense, notre expertise au sein de Cultival, c'est cette habitude à monter des dispositifs qui sont assez complexes, puisqu'on intègre des institutions dans lesquelles il y a des programmations, il peut y avoir des fermetures inopinées. On a une équipe de comédiens avec nous, donc dans le cadre de ce projet, on parle à minima de 4 comédiens qui seront mobilisés par session en dehors de nos équipes d'accueil, etc. Donc tout ça, il faut le penser. Ça veut dire aussi penser une politique tarifaire. Penser une politique tarifaire, c'est regarder, observer les acteurs qui aujourd'hui proposent sur le territoire des offres assez similaires. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que c'est assez important. Sur la tarification, rien n'est tout à fait arrêté aujourd'hui, mais je pense que Roy m'autorise à vous donner l'info. On part sur un tarif adulte qui est à 20 €, les moins de 18 ans à 14 et pour les moins de 26 ans, 17 €. Il est évident qu'en complément de ce dispositif, qui est une politique tarifaire publique, il y a des leviers avec des tarifications pour les professionnels de la culture et du tourisme. Il y aura différents leviers qui seront
qui seront activés. Avoir une politique tarifaire, avoir des premiers chiffres de fréquentation. Donc on estime que ce projet que nous souhaitons porter ensemble, si nous le portons sur 5 ans, nous pourrions accueillir 150 000 visiteurs. Certains diront c'est beaucoup, d'autres oui, bon, c'est pas fou. L'enjeu, c'est de toujours proposer aux partenaires un modèle qui soit réaliste. Nous pourrions annoncer 250 000 visiteurs. Quel est l'intérêt? On a parfaitement conscience, parce qu'on a beaucoup échangé avec Royer et ses équipes, des contraintes aujourd'hui du site. Il y a des chercheurs, il y a des temps de calme à respecter. Donc voilà, on a monté en fait tout ce projet. En tous les cas, d'un point de vue modèle économique. Et pour être assez clair, Cultival, dans son métier, est à la fois un opérateur et à la fois un producteur. Donc, nous prenons le risque sur la partie développement, la partie commercialisation, l'ouverture des créneaux. Les équipes qui sont sur le terrain sont des équipes que nous n'avons pas externalisées. Ce sont des équipes avec lesquelles nous collaborons. Donc, nous portons le risque intégralement. Charge à nous de tenir nos engagements pour que le modèle soit à l'équilibre. Merci Charlotte. Et du coup, alors on a beaucoup parlé du jeu en lui-même et de la façon en fait de le concevoir, de le penser. Mais faire venir les publics, c'est encore autre chose. Enfin, faire connaître ce jeu et les faire venir. Comment est-ce que vous projetez cela? Comment vous allez vous organiser là-dessus? C'est quoi les leviers? Oui, je pense que là-dessus aussi, l'intérêt des partenariats réside aussi sur cette partie-là. Bien évidemment, en termes de leviers de communication, la BNF a ses propres leviers de communication, mais ces leviers de communication touchent plutôt le public dont on a parlé. Dont on a l'habitude. Et l'intérêt, justement, de ce type de rencontres, c'est d'élargir ces leviers de communication et pouvoir travailler avec d'autres canaux. Et le fait que Cultival a d'autres sites, à l'occurrence pas trop loin, même géographiquement, est un atout. Le fait qu'il y a déjà des bases, on peut additionner nos différentes bases des publics sont des atouts pour cette partie-là. Donc, sur les aspects de développement des publics, dans les missions en fait que nous souhaitons conduire et dans l'accompagnement en fait qui est fait auprès des institutions et des sites partenaires, il y avait un enjeu qui était la billetterie. Maîtriser sa billetterie, c'est un point assez essentiel. Donc nous avons une solution de billetterie en propre. Cette solution, elle nous permet à la fois de commercialiser en direct sur nos plateformes, à la fois de nous interfacer avec les délégataires français et internationaux en temps réel, et à la fois d'offrir à nos équipes qui sont sur le terrain, qui sont essentielles au projet, des intranets, mais aussi à nos partenaires des extranets. Donc, en fait, c'est offrir un confort et une agilité, puisqu'on pilote notre propre système de billetterie. Ça veut dire que quand nous collaborons avec une institution, on peut s'interfacer avec un éditeur de billetterie existant. Un certain nombre d'institutions parfois craignent de nous voir entrer dans la danse en se disant peut-être que ça va coincer. On peut s'interfacer au même titre qu'on le fait avec tous les délégataires que vous connaissez certainement aujourd'hui sur la France et l'international. En complément, on va mettre en œuvre un plan de communication, un plan marketing, en concertation avec la direction de la communication de la BNF et BNF Partenariat, pour bénéficier en fait d'une visibilité qui soit aussi pertinente, qu'on puisse communiquer sur des temps pertinents par rapport à la programmation de la BNF. Et puis on va nous déployer des campagnes, donc évidemment qui vont être des campagnes digitales pour toucher de nouveaux publics. Nous allons, comme le dit Roy,
bénéficier en fait de l'attrait de certains projets immersifs tels que Arsène Lupin, le secret de l'opéra au Palais Garnier, tels que Aura Invalide, de nos bases de données pour finalement faire connaître ce nouveau projet. Donc on a une équipe communication marketing qui va intervenir de façon transverse à la fois sur les enjeux digitaux, à la fois in situ au moment des phases de lancement avec un relais presse, avec des influenceurs culture pour faire connaître, notamment auprès des familles, qui sont un levier assez important de ce type de projet. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps déjà, ça passe vite, il nous reste 8 minutes. Donc, une dernière question avant de passer aux questions. Vous vous placez dans une logique de pérennité dans les différentes étapes du projet. Pouvez-vous nous en dire plus, et de façon très brève, puisque je vous donne 2 minutes exactement. Oui, c'est très bref. Oui, je confirme ce que tu dis. On se positionne dans comme je disais, on crée un actif et cet actif-là, on a tous les 2 partenaires de ces projets, on a un intérêt de les faire fructifier. Donc sur l'aspect pérenne, je vais essayer d'être super rapide. Il y a un enjeu, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est valable avec notre partenaire. Évidemment, de s'inscrire au long cours, mieux connaître les équipes, être identifié permet de réaliser des évolutions, des transformations, que les choses soient fluides. De se saisir aussi de la programmation au fil de l'eau et de les intégrer en fait au jeu. C'est ce qu'on fait actuellement à l'Opéra Garnier avec le 150e anniversaire. Donc voilà, ça c'est des points qui sont importants et plus on a une proximité avec les équipes, plus ça fonctionne parce que ça devient vraiment un projet qui est porté en interne. Le point essentiel pour nous, les comédiens, qui font partie vraiment, qui sont l'essentiel aussi de ces projets immersifs. Aujourd'hui, voilà, c'est effectivement une équipe de 15 personnes. Ça fait 2 ans et demi qu'ils nous accompagnent. Quand les modèles sont viables et sont réalistes, ils nous permettent aussi qu'ils soient bénéfiques à tous, et les comédiens en font partie. L'idée, c'est de pouvoir les inscrire avec nous de manière pérenne, et donc développer de nouveaux projets leur donne une visibilité à moyen long cours. Ça va être la même réflexion avec notre imprimeur. Notre imprimeur est en tout cas est local, vigilant sur les méthodes qu'il peut employer, et ça va être la même logique au niveau des supports que nous allons déployer. On va s'interroger, on va souvent faire le choix de petites productions. On pourra me parler d'économie, parfois de coûts. Or, la réalité, c'est comme nous avons des petites productions, si nous devons effectuer des changements, on ne jette pas. Voilà, ça nous permet d'opérer les changements, de relancer des productions. On essaie vraiment, en tous les cas, de travailler avec des acteurs. On n'est pas irréprochable, mais ça fait partie des réflexions que l'on peut avoir, de mobiliser des acteurs qui essaient avec nous de trouver des solutions qui soient durables et où l'impact est limité. Merci à vous. Il nous reste 5 minutes pour vos questions. Avez-vous des questions de votre côté, public? Je vais vous passer le micro. Merci. Vous avez peut-être déjà partiellement répondu à la question. Vous parliez d'immersion sans technologie et vous parliez d'imprimeur. J'en déduis que votre support, c'est le papier ? Oui. Et si c'est le papier, pardon, est-ce que vous faites également des simili-jeux de société ou c'est des papiers détachables ? Alors, tout dépend du dispositif, parce qu'en fait, on va créer des dispositifs sur mesure pour chaque partenaire. Au Palais Garnier, les joueurs repartent. Je ne spoil personne, parce que de toute façon, si vous le faites, on vous donnera cet élément. Vous repartez avec le carnet de notes d'Arsène Lupin. Voilà. C'est à la fois votre élément de jeu et à la fois votre souvenir, dans lequel vous pourrez avoir quelques petites pages de notes. En revanche, il existe des dispositifs aujourd'hui où on met à disposition des kits. Donc on a besoin de nos imprimeurs qui sont aussi très malins, parce qu'on arrive avec des conceptions parfois pas si évidentes que ça, et ils comprennent un peu notre manière de travailler. Et ces kits, on les récupère en fin de jeu.
parce qu'en fait, ils ont vocation à permettre aux joueurs de progresser au sein du site. Pour autant, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée à les laisser repartir avec. C'est une réflexion qu'on porte avec l'équipe de ROI, de se dire, est-il nécessaire que les joueurs repartent avec le kit de jeu, en l'occurrence un kit papier? Pas forcément. Voilà, un kit de jeu peut être composé effectivement d'un carnet, il peut être composé d'un crayon. Sur le crayon, là encore, on a un partenaire local, donc on produit moins, on fait attention. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au moment où vous alliez proposer ce jeu, parce que bon, il y a quand même des usages qui sont très différents. Est-ce que ça va être donc sur des plages spécifiques dans la journée, voire même peut-être des moments de fermeture? Voilà, je voulais savoir. C'est des choses qu'on va tester, hein, et donc on va commencer, comme disait Jean-Jean, de manière expérimentale. Hein. Donc on va tester différents types de créneaux, avec bien évidemment les contraintes qu'il faudra proposer des créneaux suffisamment à l'avance pour que les gens puissent s'inscrire, etc. Donc il y a plusieurs critères, mais on va commencer en des plages horaires de quelques demi-journées par semaine, et on va voir comment ça marche. Peut-être vous dire effectivement, parce qu'on essaie toujours d'aller très vite, mais quand dans les repérages que l'on fait, c'est des moments extrêmement importants pour nous. On observe aussi la déambulation des publics, et donc on va essayer certains espaces. On se rend compte que par exemple la médiation l'utilise moins régulièrement parce qu'il peut y avoir une contrainte d'espace qui n'est pas évidente pour un groupe. Or nous, on peut s'en saisir pour venir y déposer une énigme, et donc ça, à la fois on fait connaître cet espace, on vient conter quelque chose, une anecdote autour du lieu, et ça nous permet simultanément, alors qu'il y a des visiteurs autonomes, alors qu'il y a des visites guidées ou des ateliers, de pouvoir laisser nos joueurs par petits groupes de 6 déambuler dans les espaces. Évidemment, il y a des espaces comme la Galerie Mazarin, ils sont incontournables, on ne pourra pas ne pas y aller. Mais charge à nous de trouver une alternative à l'Opéra de Paris. Parfois, au lieu que nos visiteurs soient comme ça, on se dit, essayez de regarder un peu en hauteur, il y a aussi des choses. Voilà, donc on essaie de trouver des alternatives, mais on fera beaucoup de fast tests pour voir ce qui marche ou ce qui devra faire l'objet de révision, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. On est obligé de clore cet atelier. Si vous avez des questions, parce que j'ai vu qu'une main se levait, n'hésitez pas à venir nous voir dès à présent, ou au stand B5 où Cultival est présent. Merci à vous, Charlotte et Roy, et merci à vous pour votre écoute.